19h, BFM Story, notre invité exceptionnel ce soir, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, merci d'être présent sur ce plateau. On va évoquer plusieurs thèmes d'actualité, notamment le Soudan. Vous revenez du pays qui traverse un conflit dont on parle peu ou pas, un conflit sanglant. On évoquera aussi les sujets internationaux, l'Ukraine, Gaza. À mes côtés, Thierry Arnaud, éditorialiste international BFM TV, et Arthur Berda, rédacteur en chef au service politique du Figaro. Commençons donc par le Soudan. Vous étiez en reportage pour le Figaro. Pour Paris Match. Pour Paris Match. C'est Arthur qui est du Figaro. Arthur Berda, le Figaro. On vous accueillera bientôt. Pour l'instant, je suis grand reporter à Paris Match et j'en suis tout Paris à fait Match, effectivement. Et on va voir les images publiées dans Match cette semaine. Vous avez pu voir aux premières loges ce qui se passe sur place. Vous parlez d'une guerre la plus féroce et la plus oubliée au fond. Je crois que c'est la pire guerre qui ait lieu aujourd'hui, la plus féroce parce que on assiste à des atrocités, parce que le nombre de morts est incalculable, parce que il y a 12 millions de déplacés sur 51 millions d'habitants, parce que voilà, c'est un conflit qui oppose, un conflit politique. C'est pas un conflit tribal ou ethnique, ou c'est pas une rivalité entre généraux comme on le dit parfois. C'est un vrai clivage politique entre deux lignes politiques. Et une de ces lignes, c'est un général qui s'appelle Hemeti, qui est un général terroriste, dont les troupes se conduisent comme des colonnes infernales, qui ne font que brûler, piller, sabrer, violer d'une manière absolument... J'ai recueilli votre article est témoignages glaçant. de femmes qui vraiment qui vous poursuivent après nuit et jour. Voilà. Donc, cette guerre-là, elle est oubliée. Elle est totalement passée sous les radars. Honnêtement, vous dites peu ou pas, à part Le Monde, il y a 4 ou 5 mois, je n'ai pas beaucoup vu de reportages sur le Soudan ces derniers mois, ni dans la presse française, ni dans la presse anglo-saxonne. Voilà. Ces combattants Hemeti, quel est leur agenda politique? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ces combattants fidèles donc à ce général Hemeti, qui sont les janjaouides, les héritiers des cavaliers à cheval, qui commettaient des massacres au Darfour qui ont été qualifiés de génocide. Ces gens-là, ils ont pour ambition, pour agenda, de fabriquer un État contrebandier. Un État contrebandier. Voilà, il y a des États de droit, plus ou moins de droit, puis il y a quelques États contrebandiers. L'État de ces miliciens, chevaliers à cheval, héritiers des génocidaires du Darfour, c'est un État de contrebande, c'est un État dont la mission est de se vendre aux voisins, à la Russie, aux plus offrants, et de faire de ce pays qui est le Soudan, qui en plus est un pays... très haute et très grande civilisation. Il y avait des royaumes soudanais, le royaume de Méroé, au moins aussi haute civilisation que les pharaons d'Égypte. Voilà. Donc, un agenda de gangsters, un agenda de mafia, mais tout ça sur le dos des populations civiles. Pour essayer de trouver une solution à la crise, il y a un groupe de 4 pays qui s'est constitué, qu'on appelle le Quad, qui, je crois, a reporté sa dernière réunion. Mais dans ce groupe, on trouve quand même les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, dont on dit qu'ils sont le principal soutien d'ailleurs de ce général que vous évoquiez à l'instant. Quel espoir vous fondez dans ce groupe de 4 pays? Et singulièrement, est-ce que vous pensez que les États-Unis sont prêts à mettre leur poids pour obtenir une solution au Soudan? Je l'espère, mais vous savez, je suis parfois aux États-Unis et j'ai l'impression que le principal ennemi du peuple soudanais, de ces femmes soudanaises violées, de ces gosses soudanais dont la vie est brisée, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance en France. On ne sait pas grand-chose sur cette guerre oubliée. Et encore plus aux États-Unis. Voilà. Donc cet article de Paris Match, je crois qu'il va être publié dans un grand journal américain, très lu à Washington. Je ne sais pas, on verra bien. Et ce quatuor dont vous parlez, d'abord, en effet, il y a cette contradiction, puisque les Émirats, qui sont souvent dans cette région du bon côté de l'histoire, les accords Abraham et autres, là,
mystérieusement, il se trouve du mauvais côté. Donc, pour quelle raison, à votre avis? Je ne sais pas. Il y a des pays qui commettent des erreurs historiques. Avoir pris parti là pour les terroristes, les gens de ce général Hemeti, je vous disais que c'est des contrebandiers, c'est aussi des terroristes au sens le plus classique du terme, au sens Daesh, Al-Qaïda. C'est une erreur politique, morale qu'ont commise les Émirats. Les gens peuvent toujours changer d'avis. J'ai d'ailleurs, dans ce reportage de match, il y a une interview avec le président Al-Bourhan qui me dit exactement ça. Il me dit, mes amis émiratis, émiriens, qui ont si souvent été du bon côté de l'histoire et qui là commettent une erreur terrible mais qui est réparable. Et il leur tend la main. Donc on verra. Mais vous savez, encore une fois, j'ai si souvent vu ça dans ma vie. Des guerres qui durent des années, des décennies, tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans les radars de l'opinion publique mondiale et notamment de l'opinion occidentale. Il y a 15 ou 20 ans, j'avais fait une série d'articles pour Le Monde, dont d'ailleurs un article sur le Soudan déjà, que je connais bien. C'est l'époque où la guerre opposait le Nord et le Sud. Et puis il y avait la guerre de Mounouba, puis il y avait la guerre du Darfour, donc que j'avais également couvert pour Le Monde à l'époque. Ces guerres qui durent, ces guerres qui s'éternisent, elles sont filles de l'ignorance. C'est pourquoi je vous remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de pour inviter à regarder à lire ce texte que j'ai donné à Match, parce que j'essaye en effet de donner quelques repères permettant de comprendre cette abomination, la guerre la plus abominable, la pire. Alors là, pour le coup, je peux vous dire, de l'avis de l'ONU, des ONG, une famine absolument avérée, des massacres de civils sans nombre, des tortures inimaginables, dont certaines, d'ailleurs, je n'ai même pas pu les raconter parce que ma plume tremblait dans ce reportage. Voilà, personne ne sait, personne ne s'y intéresse, et c'est pour moi la pire des injustices au monde. Vous avez pu rencontrer le président soudanais. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Déjà, il s'appelle Al-Bourhan. Et déjà, il offre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il il est pro-occidental, il est pro-américain, il est francophile, il est demandeur d'une rencontre avec l'un des membres du Quatuor, c'est-à-dire le président Macron. Il fut signataire des accords Abraham et il souhaiterait aujourd'hui les renforcer, leur donner plus de corps encore. Donc déjà, il offre beaucoup. Ce qu'il demande aujourd'hui, c'est qu'on arrête avec cette espèce de confusionnisme où on renvoie toujours dos à dos les bourreaux et les victimes. Moi, j'entends ça depuis la nuit des temps. Déjà, autrefois, quand j'avais 20 ans au Bangladesh, après en Bosnie, à Sarajevo, c'est toujours combat dans un tunnel de gens indifférents. Ben non, il demande déjà qu'on reconnaisse, et je crois qu'il a raison, que même si personne n'est parfait, dans cette affaire, il y a des terroristes et il y a et d'autres qui n'en sont pas. Le gouvernement légitime du Soudan, il a plein de défauts. Enfin, c'est un gouvernement légitime dont Premier ministre est un Premier ministre civil, etc., etc. De l'autre côté, c'est des terroristes. C'est des gens qui pratiquent tous ces crimes contre les civils et contre l'humanité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils demandent déjà ça, qu'on veut bien reconnaître l'évidence. Voilà, c'est un article saisissant, publié donc dans Paris Match cette semaine, effectivement. Et on a vu des photos, votre reportage photo également. Bernard-Henri Lévy. Des photos de Marc Roussel qui m'accompagnait. Il y avait Olivier Jacquin qui m'accompagnait aussi, qui a fait des images vidéo qui sont également... qui sont atroces, quoi, qui vraiment soulèvent le cœur et puis qui révoltent l'intelligence. Qu'une guerre comme celle-là soit aussi peu couverte, qu'il en soit aussi peu question, que les mêmes qui s'indignent, les cœurs généreux ou pas généreux, qui descendent dans la rue pour s'indigner contre qui ne disent rien sur cette guerre-là, est quelque chose qui est révoltant. Justement, Bernard-Henri Lévy, comment est-ce que vous l'expliquez? Vous disiez tout à l'heure, c'est le fait de l'ignorance. Ce qu'on entend en sous-titre lorsque vous parlez, c'est qu'on ne parle
pas, très peu, quasiment jamais, et on ne la voit non plus. Non seulement on ne l'entend pas, mais on ne la voit pas, cette guerre-là. Ce qu'on entend en sous-titre dans vos mots, c'est en comparaison avec un conflit dont on entend énormément parler, qui est le conflit israélo-palestinien, et sans doute pensez-vous aussi à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Comment est-ce que vous expliquez ce différentiel de traitement médiatique, et est-ce que vous ne l'expliquez véritablement que par la question de l'ignorance ? La part optimiste de moi-même l'explique par l'ignorance. Et puis la part un peu plus lucide de moi-même se souvient de l'adage « No Jews, no news ». Et si en effet le peuple soudanais, ses 150 000 victimes au bas mot, probablement 200 000, 250 000 étaient victimes d'une armée juive, je pense en effet que vos plateaux en seraient envahis. Là, il y a une espèce d'idée, honnêtement, presque raciste, que tant que ça concerne un peuple africain et qu'ils se chamaillent les uns contre les autres et qu'ils s'entretuent, ça ne nous intéresse pas. Et il y a l'idée, en revanche, que quand l'État d'Israël et une armée juive sont dans l'histoire, là, ça embrase des passions ancestrales. Mais je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Mais le fait est, vous avez raison, que j'aimerais, en tout cas, que les militants de bonne foi et de bon cœur, qui sont, moi j'en connais, des très jeunes gens dans mon entourage, qui sont révoltés par les images qu'ils voient sur les réseaux sociaux qui sortent de Gaza, et ils ont raison, bien sûr que c'est révoltant. J'aimerais qu'ils soient révoltés par les images que nous avons rapportées, mes camarades et moi, de Khartoum, de la région de Khartoum, de la route d'El Obeid et de Al-Fasher. Alors on va en venir au dossier ukrainien parce que beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. L'ultimatum de Donald Trump qui donne 10 jours avec des sanctions, plus de 3 ans de conflit, là aussi meurtrier. Quel regard vous portez sur Donald Trump et sa position face à Vladimir Poutine ? Écoutez, je crois qu'il a enfin compris que Vladimir Poutine se foutait de sa gueule, le roulait dans la farine, se jouait de lui et se jouait du peuple américain. Il a l'air de le comprendre enfin. Voilà. Ce que j'espère, parce que cette guerre en Ukraine, je la connais aussi très très bien, et je la suis et je la couvre depuis 3 ans et demi, avec les mêmes camarades d'ailleurs. Ce que j'espère, c'est que le doctrinal de Donald Trump, sa doctrine profonde a changé. J'espère qu'il a compris que c'est pas juste un Poutine qui l'exaspère, mais que c'est un Poutine agresseur, criminel, qui a déclenché une guerre sans aucune raison et qui, comme les gens d'Hemeti au Soudan, se conduit comme est un terroriste. J'espère qu'il a compris ça, qu'il n'est pas juste énervé que Poutine lui manque de respect, et qu'il ne va pas revenir dans le logiciel poutinien si demain Poutine, par une manœuvre habile dont il a le secret, tente de revenir dans ses bonnes grâces. Qu'est-ce qui vous revient du terrain aujourd'hui et de la capacité de l'Ukraine à résister ou pas encore longtemps à la Russie ? Écoutez, ce qui me revient, ce que j'ai vu, parce que j'étais en Ukraine il n'y a pas très très longtemps, j'ai récemment tourné un dernier film pour France Télévisions, donc j'étais là auprès des combattants ukrainiens des lignes de front les plus chaudes, de Pokrovsk, de Soumy, etc. C'est que les hommes et les femmes sont naturellement fatigués, comme on ne peut pas l'être après 3 ans et demi de guerre. Mais enfin, ils tiennent, quoi. Ils tiennent contre une armée supposée être la 2e ou 3e du monde. Ils tiennent bon. Ce petit peuple ukrainien, minuscule comparé à la Russie, dont la Russie pensait, et dont le monde pensait, que la Russie ne ferait qu'une bouchée, il tient sa ligne vaillamment depuis. Ils sont fatigués, mais enfin, ils sont toujours là. Et on ne voit pas encore... il n'y a pas de découragement, il n'y a évidemment pas de désertion, etc. etc. Donc, voilà. Après, l'Ukraine fait aussi l'apprentissage de la démocratie. Et ça, c'est une belle histoire. Un peuple, y compris en temps de guerre, qui fait un apprentissage grandissant de la démocratie et qui, par exemple, descend dans la rue parce qu'il pense que le président a pris une mauvaise décision. Sur les agences de corruption ces derniers jours. Sur les agences anticorruption, voilà, dont le président Zelensky pensait qu'elles étaient des leviers, à tort ou à raison, instrumentés par les ennemis de l'Ukraine et qu'il a voulu mettre sous son contrôle. Voilà, il y a une réaction du peuple ukrainien qui est descendu de la rue. Et ça, c'est pas une crise, ça, c'est la démocratie.
C'est pas la défiance, c'est la démocratie. Y a-t-il quoi que ce soit qui pourrait faire plier Poutine aujourd'hui qu'on n'ait pas encore fait? Ce qui fera, vous voulez le fond de mon sentiment, le fond de ma pensée, ce qui fera plier Poutine, c'est le jour où des soldats russes, qui eux, je crois, sont vraiment fatigués, feront comme avant Brest-Litovsk, sortiront des tranchées en levant les mains, ou sortiront de leur souricière en levant les mains, en disant on ne sait pas à quoi rime cette guerre, on ne sait pas pourquoi on l'a fait, on nous l'a d'ailleurs jamais expliqué, on en a marre. Les soldats russes ou les Russes eux-mêmes? Les Russes eux-mêmes, les familles, les mamans, et puis les soldats russes aussi. Moi, j'ai interviewé, pour un de mes documentaires sur l'Ukraine, j'ai interviewé des prisonniers russes qui avaient été faits prisonniers par l'armée ukrainienne. Et que j'ai interviewé dans des conditions de déontologie absolument impeccables, conformément aux conventions de Genève et tout ça, seuls sans témoin. C'est ça qui ressortait. C'est que c'était des pauvres gars qui n'avaient aucune idée de pourquoi ils étaient au coude à coude avec des Nord-Coréens, des Colombiens ou des Syriens en train de faire une guerre absurde dans la neige et le froid contre des gens contre qui ils n'avaient rien. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri de la belle nouvelle que serait un jour, face à la résistance des Ukrainiens, une vraie lassitude, mais pas là où on attend, une vraie lassitude du côté des Russes. Et là, en effet, un front qui se déferait. Moi, qui connais un peu le terrain, c'est plutôt comme ça que je vois le dénouement. Mais pour l'instant, le rapport de force est clairement défavorable aux Ukrainiens. Est-ce que le meilleur moyen de faire plier Poutine, c'est pas des livraisons massives d'armes à l'Ukraine pour inverser le rapport de force? Naturellement. Ça, je plaide, je fais partie de ceux qui plaident pour ça. J'ai pris la parole au Congrès des États-Unis il y a quelques semaines où je suis allé projeter mon dernier film devant les sénateurs et les congressmen et je plaidais pour ça, pour renoncer à cette folie abstentionniste qui semblait être à l'époque celle de Donald Trump et qui disait on arrête tout. Les sénateurs sont convaincus pour le coup. Les sénateurs sont convaincus, les congressmen ils sont convaincus à 5 près. Voilà, il faut qu'il y en ait 5 et je crois que c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, le président Trump bouge. J'aurais dû vous le dire tout à l'heure. 1, Poutine l'énerve. 2, il sent que l'opinion publique américaine, elle n'aime pas qu'on se couche devant le dictateur Poutine. Et 3, il y a une majorité qui est en train de se dessiner à la Chambre des représentants, qui encore une fois tenait à 5. Il y a 5 âmes sincères parmi les républicains MAGA qui se rendent compte que le monde marche sur la tête et que l'Amérique de Reagan, de John McCain et de George Washington ne peut pas se coucher devant un KGBiste de la trempe de Poutine. Donc voilà, c'est ça qui est en train de passer. Et bien sûr qu'il faut ces livraisons d'armes, évidemment. Et pas comme on fait. Ça fait 3 ans et demi que l'Occident livre des armes, mais toujours à contretemps. Toujours avec un temps de retard. Ah, évidemment, la guerre dure, ça c'est sûr. Vous parliez de Donald Trump. On parle beaucoup de l'accord commercial intervenu avec les États-Unis ce week-end. Est-ce que vous considérez que l'Europe a été impuissante? Comment vous voyez finalement le monde selon Trump en fait? Il y a une redéfinition des rapports de force du système international tel qu'il fonctionnait jusqu'à aujourd'hui? Honnêtement, j'en sais rien. J'arrive du Soudan. J'ai vraiment la tête à... pardon, mais c'est vrai. Entre Port-Soudan et Khartoum, j'ai dans la tête les récits de ces femmes. J'ai dans la tête ces bébés enfants du viol dont j'imagine le destin futur. J'ai dans la tête les chambres de torture qui venaient d'être libérées et que j'ai filmées. J'ai dans la tête le courage des forces spéciales soudanaises qui allaient à l'assaut d'opposition émétique. Alors, c'est vrai que c'est très important, cette histoire des tarifs. Bien sûr, il y a 15%, bien sûr. Mais c'est vraiment important, il n'y a pas de mais. Mais je n'ai pas de vraie doctrine là-dessus. J'ai l'impression, oui, que Trump est en train de mener une politique bizarre, où il est plus vache avec ses amis qu'avec ses ennemis, hein, où il se conduit avec les plus doux de ses amis, les Européens, les Canadiens, les Mexicains, comme il ne se conduit pas pour l'instant
avec les milices soudanaises des Métis ou avec Poutine ou avec d'autres du même acabit, voilà, que vous dire. Oui, après, il faut faire avec ce qu'on a. Et il reste forcément, en tout homme, et notamment en Donald Trump, il reste une passe vers la raison, vers peut-être la dignité, qui fait qu'au dernier moment, il peut avoir le juste réflexe. En Russie et au Soudan. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été en direct sur ce plateau ce soir, et donc votre reportage depuis le Soudan à lire dans Paris Match demain.